Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous accueillir ce matin au Collège de France, ancien collège des lecteurs du roi, comme je le rappelais à un de nos conférenciers britanniques il y a quelques instants, pour cette session consacrée au XIIe siècle. Le XIIe siècle a joué un rôle architectonique pour la pensée philosophique occidentale. L'objectif de ces journées est d'évoquer les problèmes, les débats, les formes philosophiques qui ont pris leur configuration propre et leur essor irrésistible entre 1100 et 1200, et de revenir sur les penseurs qui leur ont donné naissance, en insistant sur leurs pratiques. Je veux dire d'abord sur la question de l'activité du philosophe, l'acte de philosopher, mais aussi ses conditions, ses lieux d'élection ou d'exercice, ses obstacles, ses difficultés, ses adversaires. En insistant, ou plutôt en s'interrogeant, enfin, une nouvelle fois, sur le profil intellectuel et social du présumé philosophe, qui, au fait, philosophe? Qui pense philosopher en faisant ce qu'il fait et que, le cas échéant, nous considérons aujourd'hui comme philosopher, mais n'était sans doute pas considéré à l'époque comme tel, partout, ni uniformément. Qui se dit philosophe? Qui dit-on philosophe? Qui refuse ou refuserait de se voir ainsi qualifié? Comment nomme-t-on philosophe quelqu'un dans un monde où la philosophia est morte comme réalité sociale et institutionnelle? Oui, comment l'appelle-t-on? Scholarius, dialecticus, logicus, sophista, sage? Il fallait donner un cadre pour contenir toutes ces questions, ramener la photo de foule au format du portrait de famille. Celle-ci fut telle, et elle l'est, famille élargie et bien souvent recomposée. Ce cadre est celui de la Translatio Studiorum. Philosopher au XIIe siècle, c'est philosopher dans deux mondes distincts, voire opposés, en terre d'islam et en pays de chrétienté. C'est philosopher à l'époque de la deuxième et de la troisième croisade, mais aussi de la rivalité franco-anglaise naissante. Philosopher au XIIe siècle, c'est philosopher dans un moment de jonction, de basculement et de transmission entre langue, culture et savoir, un moment de confrontation et de symbiose entre grecs, latins, juifs et arabes, un moment d'exceptionnelle fertilité qui voit au nord de l'Europe un Abélard, un Guillaume de Champeau, un Alain de Lille, au sud un Avempace et un Averroès, un Maïmonide, ouvrir de nouveaux chemins, inventer des formes neuves, forger de nouveaux styles, recevoir et innover, agir et interagir avec leurs traditions respectives. Qu'est-ce philosophiquement que le XIIe siècle? Pour le monde latin, un siècle charnière. Pour le monde arabo-musulman, peut-être un siècle d'or. Pour les deux pris ensemble, un siècle de rencontres qu'on serait tenté de dire asymétriques. Un siècle charnière. Pour les latins, les années 1100 sont celles du développement économique et urbain qui lance une longue dynamique politique, sociale et culturelle, la renaissance du XIIe siècle, marquée par la mise en place des structures institutionnelles et des genres littéraires, sentenciae, distinctiones, questiones notamment, qui vont rendre possible l'essor intellectuel de l'Europe à l'âge des universités. C'est aussi un moment de coexistence plus ou moins pacifique entre l'école et le cloître. Les années 1100 voient aussi, je l'évoquais il y a un instant, l'accélération, disons, de la Translatio Studiorum, le foisonnement des traductions nouvelles sur les deux axes gréco-latin et arabo-latin. Je dis gréco-latin, il faudrait entendre peut-être byzantino-latin. Après tout, c'est en 1153-1154 que Bourgoin
Burgundio de Pise traduit l'Ecdosis acribestes orthodoxu pisteos de Jean Damascène et en 1165 le Perifuseos Anthropou de Némésius d'Émèse, les deux textes qui portent l'essentiel de la nouvelle donne métaphysico-anthropologique qui, dans le monde latin, va constituer un des éléments majeurs de la Renaissance du XIIe siècle. Le premier est plus connu sous le nom de De Fide Orthodoxa, la foi orthodoxe, et le second sous son titre latin précisément, De Natura Hominis, la nature de l'homme. Un âge d'or. Pour la falsafa, la philosophie en langue arabe de tradition hellénistique, le XIIe siècle est sans doute un âge d'or, mais le phénomène a sa spécificité. Les institutions concernées ne sont pas celles des latins, les formes littéraires ne sont pas les mêmes, ou pas toujours les mêmes, le statut social des protagonistes est différent, tout comme leur rôle au sein de la communauté. Ces différences doivent être prises en compte et, si possible, abordées dans leur richesse et selon leurs enjeux propres. Enfin, ce qui se passe philosophiquement dans les années 1100, dans le monde arabe, est doublement crucial pour le monde latin et pour le monde musulman. C'est au XIIe siècle qu'a lieu, pour les latins, l'entrée d'Avicenne, grâce notamment aux traductions d'Avendaut. Mais c'est à ce moment aussi que la critique de la philosophie dite orientale et la double confrontation entre péripatétisme et néoplatonisme d'une part, entre falsafa et kalam de l'autre, connaît pour l'islam d'Occident son apogée grâce à Averroès. Chaque événement aura ses conséquences et sa durée propre, ses lendemains ou ses absences de lendemain. Le monde latin puisera chez Avicenne et Averroès, la rencontre ne jouera pas en sens inverse. Cela aussi, cette asymétrie alléguée, mérite analyse, confirmation, réflexion. Point de basculement pour les latins, climax pour les arabes, axe structurel pour la philosophie occidentale tout entière, le XIIe siècle mérite d'être revisité, interrogé, réactualisé, non seulement par et pour ceux qui s'intéressent à la philosophie médiévale, mais aussi pour tous ceux, toutes celles qui s'interrogent sur la figure du philosophe et son activité. Qu'est-ce que philosopher au XIIe siècle ? Ça veut dire, après tout, voir d'abord qu'est-ce que philosopher. Plusieurs d'entre nous ici, je pense notamment à Mme Rosier-Catache que j'aperçois dans le public et dont l'assistance est bientôt sur cette estrade, ont eu le privilège d'assister au début des années 70 au séminaire de Jean Jolivet à l'école pratique des hautes études, avec sa première heure consacrée aux textes arabes et sa seconde au latin. Nous, latinistes, avions à l'époque pour, j'allais dire Bible, disons, ouvrage de référence, son livre « Art du langage et théologie » chez Abélard. L'école des hautes études était, à travers l'enseignement de Jean Jolivet, encore pleine du souvenir des cours du père Marie-Dominique Chenu, d'où était issu cet autre grand livre fondateur qu'était et que reste la théologie au XIIe siècle. Le temps a passé, de nouvelles générations sont présentes aujourd'hui, ici même, dans cet amphithéâtre Alphax, que nous aurons le privilège donc d'écouter avec quelques moins jeunes. Je conclus. Permettez-moi de dédier ces journées à Jean Jolivet. En juin 1985, nous organisions ensemble, Gilbert de Poitiers et ses contemporains aux origines de la Logica Modernorum, le 7e symposium européen d'histoire de la logique et de la sémantique médiévale au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers. 32 ans plus tard, c'est une sorte de bilan des chantiers alors ouverts que nous ferons en partie aujourd'hui et demain. Et quand je parle de chantier, après tout, la métaphore s'impose, puisque certaines et certains d'entre nous s'en souviennent, nous étions logés, c'était l'époque héroïque, au foyer des jeunes travailleurs de Poitiers, n'est-ce pas ? Et nous avions à traverser la moitié de la ville pour nous rendre dans le prestigieux Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. C'est pour moi l'occasion d'évoquer le souvenir d'un grand médiéviste que nous voyons le matin au petit déjeuner et toute la journée durant les séances,
Lambert-Marie de Reyck, qui participait à ce colloque mémorable et qui nous a quittés en 2012. Permettez-moi d'y ajouter le souvenir de deux autres amis disparus, Michel Lemoine et Thomas Ricklin, auxquels les études sur le XIIe siècle doivent également beaucoup. Je n'aurais garde d'oublier que durant ces 3 jours, décidément, un hommage sera rendu au mathématicien Jean-Christophe Yocoz, professeur au Collège de France et lauréat en 1994 de la médaille Fields, disparu en 2016. Mais place au XIIe siècle, place à notre colloque, place à la vie, en tout cas à la vie de l'esprit. Permettez-moi donc de remercier, pour conclure, celle qui, avec Christophe Grelard de l'École pratique des hautes études, a porté la conception et l'organisation de ces journées. Angela Avalos Soto, ATER, de la chaire de philosophie médiévale. Et last but not least, ma collaboratrice, Madame Sophie Grand-Cyr, qui, dans des conditions difficiles, a, comme d'habitude, rendu réel le presque impossible.